Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Mouchon, le directeur de la Caisse primaire du Bas-Rhin. Et dans ce cadre, j'ai pour mission de suivre l'ensemble des conventions sur le champ sanitaire que la France a avec l'Allemagne. Je réagis aujourd'hui par rapport à la présentation de l'IRDES concernant son étude comparative entre les deux systèmes de santé. Tout d'abord, j'aimerais mettre en avant 3 points de différence qu'il est important d'avoir en tête et qui ont déjà été expliqués, mais qui me semblent essentiels. Le premier, c'est que dans le système allemand, il y a un principe d'autogestion, c'est-à-dire les unions de médecins ont des enveloppes qu'elles redistribuent ensuite auprès des médecins. Les caisses d'assurance maladie n'ont aucun flux financier direct avec les patients ou avec les professionnels de santé. Deuxième point, en termes de démographie, en Allemagne, il y a beaucoup plus de spécialistes que de généralistes. Grosso modo, il y a à peu près le même nombre de médecins entre les deux pays, mais par exemple, le rapport est de 117 spécialistes pour 100 000 habitants en Allemagne, quand il est de 83 en France, et beaucoup moins de généralistes. Troisième particularité, c'est que la force de la corporation des professionnels de santé individuels a maintenu l'hôpital dans son champ d'attribution et donc a peu développé les soins ambulatoires. Donc on a très peu de praticiens hospitaliers qui font des consultations externes, etc. C'est une possibilité qui existe depuis 2014, mais à peu près en moyenne, seulement un hospitalier sur 5 s'est engagé dans cette activité. Alors malgré ces 3 différences entre le système français et le système allemand, qu'est-ce qu'on peut retenir comme source d'inspiration pour faire éventuellement bouger le système français? Premier élément, d'abord les résultats. Donc en matière d'accès aux soins et de démographie, l'Allemagne a un indicateur de démographie médicale assez proche de la France et a divisé son pays en 883 territoires de vie. Aujourd'hui, il y a 350 territoires qui sont considérés comme excédentaires, dans lesquels il y a donc des règles de régulation à l'installation des médecins, et simplement une centaine de territoires qui, eux, sont en dessous de l'objectif cible et pour lequel il y a des dispositifs d'incitation qui sont posés. Donc la population allemande ressent d'une manière moins forte les problématiques d'accès aux soins que dans notre pays. Alors, est-ce que ça tient à ces questions de régulation démographique? Peut-être. Mais moi, j'ai la conviction aussi que ça tient au mode d'exercice. Parce qu'en Allemagne, 80% des structures sont des cabinets individuels qui emploient à peu près 40% des médecins généralistes, sauf que ces cabinets individuels ne sont pas un exercice solitaire de la médecine. En Allemagne, le médecin individuel peut employer un assistant médical, un infirmier, voire même un autre médecin qu'il salarie, et ça fait une différence importante. Notamment sur les assistants médicaux. L'assistant médical en Allemagne ne se limite pas à l'accueil du patient, à la prise des constantes. Il a aussi un rôle qui peut aller jusqu'aux visites à domicile pour le patient chronique, sur les interventions sur des petites plaies, la prise de tension, la prise de la glycémie, la vaccination, etc., etc. Et donc on voit bien là un point de divergence avec le dispositif assistant médical qui a été mis en place en France. La nouvelle convention a prévu d'élargir ses missions. C'est certainement un point qui va dans le bon sens et qui s'inspire du dispositif Outre-Rhin. Pour mémoire, en Allemagne, c'est à peu près 340 000 assistants médicaux qui exercent aujourd'hui, contre un objectif en France de l'ordre de 10 000. Évidemment, dans cette fonction d'assistant médical, on voit bien qu'il y a des choses aujourd'hui qui ont été confiées en France à d'autres professions. On pense notamment aux infirmières en pratique avancée. On pense à des délégations d'actes qui peuvent être faits aux pharmaciens. Et donc évidemment, le rôle de l'assistant médical en Allemagne n'est pas forcément aussi transposable que ça et aussi facilement transposable en France, parce que ça voudra dire certainement des discussions sur les domaines de compétences, notamment des infirmiers et des infirmiers libéraux. Autre point sur lequel il est intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, c'est en matière de gestion du risque.
gestion du risque au sens large, de la régulation jusqu'à la prévention en passant par la lutte contre la fraude. Dans le système allemand, on l'a vu, et je l'ai dit tout à l'heure, la régulation est plus poussée, plus forte pour les zones qui sont excédentaires, puisque ne peut s'installer un médecin que s'il y a un départ ou que s'il remplace un médecin sortant. Deuxième point, le système allemand fonctionne donc avec des unions de médecins qui se voient attribuer une enveloppe fermée et avec laquelle ils vont devoir rémunérer l'ensemble des généralistes, des spécialistes et des psychothérapeutes qui sont sur le territoire du Land. L'avantage de cette enveloppe fermée, c'est qu'elle met à l'abri de mauvaises surprises en termes d'évolution des dépenses. Toutefois, le système a évolué quand même, puisque si ça constituait à peu près encore 80% des revenus des médecins il y a quelques années, cette enveloppe n'en constitue aujourd'hui que 60%, et les 40% autres sont des rémunérations à l'acte, et donc pour inciter, développer, on va dire, certains actes, comme de la prévention, comme de la chirurgie ambulatoire pour les spécialistes, etc. etc. Donc on voit en fait deux systèmes qui finalement sont partis de situations diamétralement opposées et qui convergent. Les Allemands cherchant à valoriser un peu plus certains actes pour pouvoir les déployer, et nous cherchant à développer un peu plus finalement la rémunération forfaitaire. Autre point en matière de gestion du risque, le contrôle des prescriptions, la maîtrise médicalisée notamment. Côté Outre-Rhin, trois approches qui sont partagées entre les caisses d'assurance maladie et les unions de médecins qui gèrent donc l'enveloppe des dépenses de soins ambulatoires. Soit il va y avoir une approche par budget référent, c'est-à-dire que par rapport à un patient atteint d'une pathologie, on va lui attribuer un montant de prescription et donc l'analyse va se focaliser sur ce budget référent. Autre élément ou autre méthode, c'est celle de la prescription moyenne, c'est-à-dire que sur une spécialité, par exemple, on va regarder le montant moyen de prescription par rapport à un patient et on va essayer de faire des rapprochements. Et enfin, on peut avoir des actes aussi pour lesquels, au global, il y a un quota qui a été acté et donc c'est le suivi, le respect de ce quota sur le territoire. Autre point important, celui qui concerne la répartition de cette enveloppe. Alors d'abord, chaque médecin facture trimestriellement l'ensemble de son activité par rapport à une grille repère de 1500 situations médicales qui a été identifiée et qui est valorisée avec un nombre de points. C'est ce nombre de points ensuite qui, multiplié par la valeur du point, permet de définir le montant qui sera versé aux professionnels de santé, la valeur du point étant aussi définie par l'enveloppe fermée qui est attribuée au niveau d'un land. Ce qui est important, et moi ce que je retiens au-delà de ce mécanisme, c'est que les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé ont identifié finalement 1500 situations médicales qui peuvent faire l'objet d'une tarification, donc un petit peu comme ce qu'on connaît, c'est-à-dire des groupes homogènes de malades, où on fait le rapport entre une pathologie et l'état du patient. Alors qu'en France, les généralistes et les spécialistes ont à peu près une CCAM avec 14 000 actes. Et donc on voit bien qu'il y a un mécanisme qui est un peu plus souple que le nôtre, qui nécessite, et ça sera l'objet des futures négociations, une révision complète de cette CCAM. L'enveloppe fermée, comme je le disais aussi, elle n'empêche pas l'innovation. Parce que s'il y a des actes nouveaux, ils sont, on va dire, assumés ou pris en charge à côté, ce qui permet aussi de ne pas être un frein à l'innovation médicale. Enfin, dernier point concernant les expérimentations sur des modes de rémunération des médecins différents de ceux qui existent. Côté allemand comme côté français, il y a eu des expérimentations à la population. Côté allemand, c'est du côté d'Hambourg et de la Forêt-Noire qu'il faut aller voir ce qui s'est passé, notamment avec un consortium, Optimedis, qui a pour objet de redistribuer à la fois aux caisses d'assurance maladie, mais également aux professionnels d'un territoire, les économies qui pourraient être générées dans la durée par des actions qui sont mises en place concernant la prévention, l'éducation thérapeutique, la reprise d'activité ou une meilleure coordination des soins.
C'est donc très proche de ce que l'on connaît dans le cadre de l'article 51 et notamment du projet PEPS. Côté allemand, il n'y a pas forcément eu encore des évaluations très poussées. Un des sujets qui est souvent mis en avant, c'est la question possible, dans ce genre d'expérimentation, de la prise en compte du non-recours aux soins. En effet, si une partie de la population, pour des raisons X, Y, n'a pas recours aux soins, mécaniquement, la dépense de santé va diminuer, mais ce n'est pas forcément une économie redistribuable parce qu'elle n'a pas été générée par une amélioration globale de la santé de la population, mais par un recours moindre. Et c'est des difficultés importantes en matière d'évaluation de ces actions. Voilà donc le retour qu'un frontalier peut faire par rapport à cette comparaison de l'IRDES sur les deux systèmes de santé. On voit aussi qu'il y a un certain nombre de dispositions, notamment sur l'organisation du cabinet en Allemagne, qui ont pu être reprises dans la nouvelle convention médicale, avec la volonté de faire de l'assistant médical un rôle important de soutien et d'accompagnement de l'activité du généraliste. Et donc maintenant, à voir comment cela va se mettre en place dans les mois qui viennent.